Bien, chers amis, on revient après la pause pour le cours de la polarimétrie radar. Oui. J'aimerais peut-être tester les langages des étudiants par rapport à la qualité et la qualité. Vous avez mis qu'on peut déplacer jusqu'à dimanche, mais tout le monde a l'idée que ça peut. Ce que vous voyez sur la plateforme, c'est la date de dépôt là. Vous pouvez déposer à partir de cette date. Mais la date limite, c'est dimanche 23h50. C'est écrit sur l'activité, non? Où est le problème? Il n'y a pas de problème. D'accord? En fait, ce qu'elle dit, c'est que très souvent, la date sur le site RCD là, on donne la plateforme. Et c'est dit que délai de rigueur là, date limite, c'est quoi? C'est pas le 30 à 23h59. Donc, avant 23h59, vous déposez. Je pense que la même oui, voilà. Là, vous êtes pris dans le temps. Il y a un départage entre la date qu'il y a sur la plateforme et la date qu'il y a dans le document. Donc, ça fait que. Je passe me voir à mon bureau, on va parler de ça. Pour l'instant, parlons de la polarité. C'est bon? Alors, en termes de polarimétrie, vous voyez qu'avec le radar, d'abord, on a parlé de la mesure radar, mesure d'amplitude, mesure de phase. On utilise l'amplitude pour cartographier tout ce qui est structure géologique, avec l'amplitude pour effectuer d'autres traitements thématiques pour faire des cartographies. D'accord. On utilise l'amplitude pour générer des coefficients de retour de diffusion pour caractériser les objets, ce qui est occupation de sol et tout ce qui est objet à la surface de la Terre et l'utilisation des terres, telles que les zones humides, les zones inondées, les zones inondables, les plans d'eau. Est-ce que vous voyez? Et ensuite, on utilise la phase pour générer des interférogrammes et pour délimiter et mesurer les dépassements de surface. À côté de cela, avec le radar, on peut également caractériser les objets à partir des mécanismes de rétrodiffusion radar. Et on a parlé des mécanismes simples, doubles et volumiques. D'accord? Maintenant, à partir de ces éléments, à côté de ces éléments, avec le radar, on va maintenant explorer le volet polarimétrique. Donc, vous voyez que déjà, avec la polarisation radar, émission verticale, nous avons deux retours, un retour horizontal et un retour vertical. Donc, du coup, déjà, on augmente les possibilités d'avoir des informations encore plus abondantes. Est-ce que vous voyez? Donc, en télédétection radar, la polarimétrie ici va venir nous permettre également de concentrer des informations sur une matrice qu'on appelle la matrice de rétrodiffusion radar. Et à travers cette matrice-là, on va déterminer les éléments de la matrice et faire ce qu'on appelle une analyse cohérente et une analyse incohérente pour caractériser ou bien identifier les sites pour effectuer des mesures de surveillance. Est-ce que vous voyez? Et les éléments que nous allons caractériser ici avec la polarimétrie, ce sont des indicateurs polarimétriques. Ces indicateurs polarimétriques vont nous permettre de cartographier aussi les paysages naturels et tous les états de surface. Vous comprenez? Alors, donc avec la polarimétrie, nous allons exploiter la nature vectorielle du champ électromagnétique. Donc, le champ électromagnétique qui est produit, le vecteur d'onde de position va
nous permettent d'avoir, de caractériser, de décrire les zones de polarisation et utiliser ces valeurs de polarisation-là pour différentes activités. D'accord? Donc, ce vecteur champ électrique va évoluer selon une direction et le plan d'onde qui est produit au cours du temps va permettre ici d'être désigné ou caractérisé pour parler de la polarité. Donc, on va voir dans les détails les formes d'ondes, leur propagation, que ce soit linéaire, que ce soit circulaire, que ce soit elliptique. On va voir dans la propagation de ces ondes-là différentes formes de polarisation que nous allons avoir à partir des images. Et donc, on revient ici sur la polarisation émission, c'est émission verticale, retour horizontal. Et depuis les années 90, des capteurs aéroportés, et à partir des années 2006, il y a eu des capteurs satellitaires qui ont produit des données radar. Et ces radars-là, à partir des années 2006, comme ça, on a commencé à explorer le volet polarimétrique. Et ces polarisations-là ont également évolué à partir de plusieurs bandes. Donc, on va avoir la bande X, la bande C, la bande L. OK? Et donc, tout cela pour cartographier le paysage naturel qui sont la forêt, la végétation, les différents types de parcelles agricoles. Donc, on va explorer les propriétés physiques donc, de la surface de la Terre en termes de polarisation. Alors, ici, nous avons l'amplitude du signal et la phase et la mesure radar qui s'effectue au niveau de l'acquisition des données radar en azimut, en distance, en mesure radiale et en azimut selon l'angle et l'angle d'incidence. Et donc, on a parlé de l'angle d'incidence proximale, distale, et on va utiliser le système, on va utiliser le MNT pour produire également, nous donner des valeurs de angle d'incidence locale. Tout cela va être fait par le système radar. Cette image sera produite en géométrie radar. On va faire une projection en géométrie terrain par le processus de multi-locage. Donc, le traitement de multi-locage à partir d'une image radar acquise en mode SLC, c'est-à-dire une image qui est très complexe, on va la transformer en une image en mode TRI qui est à exactement une géométrie à la surface du sol. Et donc, la durée de l'impulsion, le retour de l'impulsion, la fréquence et la retour de diffusion qui va être. Alors, ici, c'est juste pour parler de la géométrie de l'acquisition. Maintenant, ce qui est important dans le traitement polarimétrique, on va, vous voyez ici à travers cette antenne radar, les informations qui sont à la surface du sol ici, là, qui sont acquises, le radar va enregistrer ces informations-là dans une géométrie qu'on appelle la géométrie radar. Dans cette géométrie radar, on va avoir une résolution RD, et cette résolution-là va être récalculée lorsque nous allons faire la projection sur la surface de la Terre en géométrie terrestre. Donc, on va avoir une valeur RD au sol. Donc, on comprend par là que en utilisant la valeur d'angle d'incidence, on va pouvoir calculer la résolution en termes de la résolution distante. Donc, il y a ici des paramètres pour passer de la géométrie radar à la géométrie au sol à partir des valeurs d'angle d'incidence de l'image. Alors, l'angle d'incidence de l'image ici, que vous voyez là, c'est la valeur de l'incidence obtenue au milieu de la scène
hein, de cette bande-là. Donc, chaque image de radar va être acquise en plusieurs modes. Hein. Le mode IS1, IS2, IS3 en fonction de l'importance de l'angle d'incidence. Donc, on dit que l'angle d'incidence est variable. Donc, il y a des images à faible angle d'incidence, à angle d'incidence moyenne, à angle d'incidence élevé. Alors, ici, une image radar, la matrice de retour-diffusion qui est là, est en géométrie radar, en mode SLC. Alors, là, on voit que la résolution en azimut est différente de la résolution en distance. Hein? Et donc, l'image qui est là, dans cette image, l'élément de l'image, le pixel, n'a pas la même dimension, pas la même taille. La projection au sol va permettre de recalculer ces valeurs-là pour avoir une résolution au sol qui est égale à aussi la résolution ici en azimut pour avoir une pixel de taille carrée. Et après cette transformation de multilocage, l'image en mode TRI, nous avons une image en géométrie au sol qui est maintenant exploitable. Hein, on peut traiter et interpréter. Alors, ici, pour passer de la géométrie radar à la géométrie au sol, vous voyez que la résolution au sol, là, ça fait 23 pour ce cas-là. Il va falloir associer plusieurs résolutions en azimut pour avoir cette valeur en résolution au sol. Donc, du coup, ce processus-là, on va calculer une valeur n qui permet de déterminer le nombre de vues de l'image. Et connaissant le nombre de vues de l'image ici, ça veut dire qu'il faut moyenner 6 lignes pour avoir une résolution au sol. Et après cette transformation de ces pixels-là, on va avoir une image qui est bien projetée au sol. Alors, on continue. Les formes de polarisation. Le radar va émettre un champ électrique dans une polarisation donnée. Ici, nous avons une polarisation linéaire, d'accord, qui est verticale, une polarisation linéaire qui est horizontale. Le vecteur d'onde caractérise la polarisation et le vecteur K est linéaire ici. Dans ce cas-là, ici, le vecteur d'onde position est circulaire. Donc, on va parler d'une polarisation circulaire. Dans le cas en bas ici, nous avons la polarisation qui est cette circulaire. Hein, la polarisation circulaire peut être circulaire gauche ou bien circulaire droite. Alors ici, dans ce cas-là, nous avons une polarisation qui est dite elliptique. Pourquoi? Parce que le vecteur d'onde position n'a pas la même norme. La norme va varier du demi-grand axe au grand axe de l'ellipse de polarisation. Et donc, on va avoir 3 formes de polarisation qui sont linéaires, circulaires et elliptiques. Bien évidemment, pour caractériser les éléments à la surface de la Terre, après avoir exploré une polarisation dans une base donnée, on peut passer d'une base à une autre pour avoir une polarisation dite elliptique. Alors, il y a des calculs à effectuer. Bien, maintenant. S'il vous plaît. Oui. Oui, la polarisation linéaire, je ne perçois pas bien. Circulaire, elliptique, on peut comprendre avec les explications, mais linéaire, comment ça se présente? D'accord. Dans le cas de la polarisation linéaire, vous voyez le vecteur d'onde position, le vecteur K. Le vecteur là, hein, ce vecteur est linéaire. Oui. L'onde, le signal, l'onde incidente, l'impulsion, l'onde radar va se déplacer, va se propager linéairement de l'antenne vers la cible. Est-ce à dire qu'on n'aura plus d'oscillation ou... Il y a l'oscillation, mais le vecteur d'onde position est linéaire. Dans une seule direction. La linéarité, c'est la direction de propagation.
Voilà, l'onde est sinusoïdale, mais se propage dans une direction donnée. Et cette direction est linéaire. D'accord? Oui, professeur, c'est bon. Alors, la clé d'interprétation des données polarimétriques, c'est qu'il y a émission rapide en alternance entre horizontale et verticale. Donc ici, pour un champ incident qui est horizontal ici, alors on va avoir deux retours. Hein? Et donc, on va enregistrer le champ rétro-diffusé dans les quatre polarisations ici. D'accord? Et on va avoir dans ce retour de champ rétro-diffusé les quatre composantes qui sont là dans les quatre composantes qui sont là dans le cas d'une polarisation d'un radar pleinement polarisé. C'est-à-dire où on a les quatre types de polarisation. Donc, les quatre types de polarisation, c'est la combinaison entre en émission et en réception. Donc, on va avoir quatre polarisations. Donc, on parle de polarisation en mode quadruple. Hein, là, on a quatre. Donc, les radars pleinement polarisés enregistrent les quatre dans les quatre polarisations. Quand je dis dans les quatre polarisations, ce sont les combinaisons de polarisation. Donc, on va avoir HH, HV, VH et VV. Et dans ce champ rétro-diffusé, l'énergie que nous mesurons va être le produit de la matrice de rétrodiffusion qui est là, qui est multipliée par l'énergie incidente. Donc, l'énergie incidente va être multipliée par une matrice de rétrodiffusion dans les quatre formes de polarisation et enregistrer une énergie rétrodiffusée. Et cette énergie rétrodiffusée, nous allons l'exploiter. D'accord? Et à côté de cela, nous avons les mécanismes de rétrodiffusion qui sont simples. Hein? L'onde incidente va atteindre un objet et le signal va retourner. L'onde peut atteindre un objet, rebondir sur un autre objet et puis retourner. Donc, on va avoir un mécanisme simple, un mécanisme double ici. L'onde incidente va buter sur un volume d'informations, un volume d'éléments et diffuser tout cela. Donc, on va parler de diffusion volumique. Alors, les mécanismes simples rebond vont permettre de déterminer tout ce qui est sol, d'accord? Double rebond, tout ce qui est urbain, ou bien, voilà, édifice, urbain, et tout ce qui est volumique, tout ce qui est végétation. D'accord? Donc, l'énergie rétrodiffusée, voici sa formule. On utilise ici, dans la composition du champ rétrodiffusé, il y a des éléments ici, les quatre éléments composent la matrice de rétrodiffusion. Donc, en polarimétrie radar, c'est cette matrice de rétrodiffusion-là qui, dans cette matrice, il y a l'essentiel, l'ensemble des informations paysage naturel est totalement contenu dans cette matrice de rétrodiffusion. Et donc, c'est pourquoi on va exploiter cette matrice de rétrodiffusion. Alors, les modes de polarisation, on a une mode de polarisation partielle. Quand on dit partielle, c'est que on a une émission et on enregistre deux. Donc, on va avoir en mode partiel la polarisation dite alternée, où on parle de HHHV, ou de VV-VH, donc la polarisation est alternée. Le mode dual polarisation, hein, on va avoir les trois combinaisons. D'accord? Et en termes de polarisation partielle, c'est-à-dire que double polarisation, on va avoir récemment sur les radars polarimétriques, on a le mode P/4. Donc, il y a l'émission linéaire qui se fait en 45 degrés. Et on a deux réceptions orthogonales HV et réception gauche et droite. Donc, on parle de mode P/4. Il y a le mode P/2 qui est émission circulaire des deux réceptions orthogonales.
et le mode hybride maintenant, qui est le mode tissu 2. Comprenez que si c'est tissu 2, c'est que l'émission linéaire est à un angle tissu 2. Donc, le mode pleinement polarimétrique va associer la somme de ces 4 polarisations. Alors, lorsque nous avons une image en mode double polarisation, ce qu'on peut faire de cette image, c'est d'utiliser l'image, la matrice de retour-diffusion qui est là. Hein. On va calibrer l'image et on va faire la conversion de l'image de la géométrie radar en géométrie terrain pour produire quoi? Pour produire une matrice de cohérence et une matrice de covariance. La matrice de cohérence, c'est la matrice T et la matrice de covariance, c'est la matrice C. Donc, en mode dual polarisation, on ne peut pas calculer la matrice de cohérence T, mais on calculera seulement que la matrice de covariance. On ne pourra pas calculer la matrice de cohérence grand T, mais on va calculer la matrice de covariance qui est grand C. Et donc, cette matrice de covariance-là, on va extraire les indicateurs polarimétriques rattachés à cette matrice de covariance. Mais dans le cas d'une image en mode pleinement polarimétrique, où on a toutes les 4 formes de polarisation, dans ce cas, on ne va pas utiliser la matrice de covariance C, mais on va utiliser la matrice T de cohérence et pour extraire les indicateurs polarimétriques. Bien évidemment que plus la polarisation ici est quadruple, alors les indicateurs polarimétriques aussi seront abondants. Ici, on peut avoir 12 indicateurs polarimétriques, mais dans l'autre cas, on peut avoir jusqu'à 52 indicateurs polarimétriques. Okay. Et donc, le processus de la matrice de diffusion, la calibration radiométrique, la conversion et le multiroutage. Dans le cas d'une image en mode pleinement polarimétrique, ces données-là, les images en mode double polarisation sont gratos. Par contre, des images en full polarisation, c'est-à-dire pleinement polarimétrique, où on a les 4 formes de polarisation, ces images-là sont vendues et sont vendues chères. D'accord? Dans le cadre des commandes des images radar, nous avons pour la Côte d'Ivoire une seule trace d'image pleinement polarimétrique qui est gratuite. Et donc, dans le TP3, vous allez télécharger, vous avez la possibilité de télécharger une image pleinement polarimétrique gratuitement sur une seule bande, une seule ligne. Mais à part ça, les autres images polarimétriques de la Côte d'Ivoire, on passe les commandes et eux, ils génèrent ça et ils vous vendent et on vous donne. D'accord? Alors, c'est quoi au niveau de l'exploitation d'une image pleinement polarimétrique? C'est quoi la matrice? La matrice de diffusion, c'est celle qui concentre la totalité de l'information polarimétrique. Cette matrice va être transformée en matrice de covariance C et en matrice de cohérence. La matrice de covariance va être dans une base qu'on appelle la base lexicographique. Parce que c'est une matrice de cohérence, de covariance, pardon. Elle va être exploitée dans une base qu'on appelle une base lexicographique. La matrice de cohérence, qui est la matrice T3, donc vous voyez qu'en passant de la matrice de retour-diffusion qui est de dimension 2, lorsqu'on la transforme, on quitte une dimension pour aller à une autre dimension qui est une dimension supérieure. Et donc, on va passer de la dimension 2 à une dimension 3. Et donc, la matrice de cohérence T3, T, est de dimension 3, va être exploitée dans une base qu'on appelle la base de Pauli. On va aussi calculer la matrice de Stock et la matrice de Miller qui vont nous permettre d'augmenter les indicateurs polarimétriques. D'accord? Et donc, on vient ici dans la base lexicographique pour calculer le vecteur
donne position pour calculer la matrice de diffusion dans le cas d'une polarisation, une double polarisation. Donc, dans la base lexicographique ici, voici l'équation de la matrice de l'autodiffusion. On a SHH, racine carrée de SHV et SVV. Alors, dans la transformation en base de Pauli, donc, nous allons avoir cette équation-là pour convertir cette matrice en une autre matrice, la matrice de diffusion à la matrice de covariance ici. Donc, l'important pour nous, c'est de passer de cette matrice-là de l'autodiffusion à la matrice de covariance dans la base lexicographique. Et cette matrice C-là que nous avons va être quoi? Le produit de la matrice de l'autodiffusion multiplié par la transposée conjuguée de cette même matrice-là pour avoir la matrice de covariance ici dans cette phase. Ce sont des calculs. Bien. Avec ces données-là, on peut calculer la puissance électrodiffusée qui est span, qui est le produit de SHH carré plus 2 fois SHV au carré plus SVV au carré. Donc, maintenant, si on passe à une image pleinement polarimétrique, la matrice de cohérence que nous allons utiliser, cette matrice-là, on effectue également le produit de ces deux vecteurs position avec la transposée conjuguée et on va avoir, voici les éléments de la matrice de diffusion radar en mode pleinement polarimétrique. On va avoir une matrice T3, c'est-à-dire que ça a 3 fois 3 valeurs dans la matrice. Et donc, chaque valeur ici est représentée par ces équations-là. Je vous fais fi des équations. Ce que vous devez retenir, c'est que dans cette matrice de cohérence, nous avons 9 composants. D'accord? Et chaque composante ici va s'appeler, on va nommer ça T11, T12, T13, T21, ainsi de suite. D'accord? Donc, dans le traitement, avec le logiciel que l'on va utiliser, tous ces calculs-là sont déjà implémentés dans le logiciel. Vous allez effectuer ces calculs-là à partir du logiciel que vous allez sortir les valeurs que nous avons là. Donc, avec le logiciel de l'ESA Corsa Pro, le calcul qu'en réalité vous devez faire, soit par un algorithme, a été déjà fait et c'est facilité. Donc, c'est pourquoi je vous dis que je vous fais toutes les équations. Alors, on va parcourir le processus de traitement des données polarimétriques. On doit comprendre, on quitte où, on fait quoi pour arriver à quoi. C'est ça que vous devez comprendre, le schéma. Si vous comprenez ça, le reste, c'est facilité. D'accord? Donc, c'est pourquoi, lorsque je viens en arrière ici, je dis que lorsque vous avez une image en mode SLC, vous allez la calibrer. La calibration va vous permettre d'avoir une image en géométrie radar. Cette matrice-là, on va utiliser les données de la matrice pour avoir des informations. Alors là, cette matrice-là, on va la transformer en matrice de covariance ou bien en matrice de cohérence, qui est de dimension supérieure. La matrice de l'autodiffusion est d'ordre 2. La matrice de covariance ou bien de cohérence est d'ordre 3. Selon que nous sommes en mode double, ça sera d'ordre 2. En mode pleinement polarimétrique, ça sera d'ordre 3. Et de cette matrice-là, on va poursuivre le traitement, calculer les indicateurs polarimétriques. Alors, parmi les indicateurs polarimétriques, nous avons les paramètres de l'heure qui sont là. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on va générer la matrice de stock
Et puis la matrice de quoi? La matrice de Stokes et la matrice de Müller. D'accord? Et donc, on va voir les paramètres de l'heure qui sont là, les paramètres de la décomposition de Pauli, hein, et les paramètres de Stokes. On a la texture, le degré de cohérence. Maintenant, avec ces éléments de la matrice, on va faire ce qu'on appelle une décomposition polarimétrique. Alors, la décomposition va permettre d'utiliser deux plans. Alors, le plan, un premier plan, d'abord, on va calculer l'entropie, l'anisotropie et l'angle moyen. Voici les éléments de la décomposition polarimétrique. À travers ces trois éléments-là, on va les associer deux par deux pour avoir. Donc, si on les associe deux par deux, on va avoir combien de plans? Trois plans. Il y a le plan HA. Vous voyez les plans là comme les surfaces des cubes. On a le plan HA. Hein? On va avoir le plan H alpha et le plan A alpha. Tous ces plans-là vont nous permettre d'extraire les indicateurs, d'autres indicateurs polarimétriques et faire la combinaison de ces indicateurs polarimétriques. Donc, voici l'entropie qui sera calculée, voilà sa formule, l'anisotropie, l'angle moyen qui est calculé ici, d'accord, et la puissance rétrodiffusée est calculée également. D'accord. De là, on va tirer la valeur de span, qui est aussi un autre paramètre de polarisation. Donc, le degré de cohérence, la texture, les paramètres de l'heure et les éléments de la décomposition polarimétrique, l'ensemble, tout cet ensemble va constituer les indicateurs polarimétriques. Donc, du coup, à partir d'une image radar, vous allez non seulement explorer l'amplitude, la phase, calculer le coefficient de rétrodiffusion, d'accord? Vous allez déterminer les informations par les mécanismes de rétrodiffusion simples, doubles et volumiques, mais vous allez venir aussi calculer des indices polarimétriques. C'est comme les indices que vous calculez, NDVI, indice de brillance, polarimétrique, vous allez calculer les indicateurs polarimétriques. Selon ce que vous recherchez, vous allez calculer l'indicateur polarimétrique qui vous intéresse pour votre objectif. D'accord? Mais comment calculer ces indicateurs polarimétriques? Alors, voici une image de la matrice de rétrodiffusion dans la base de Pauli. Cette image-là, c'est une image pleinement polarimétrique. Alors, on a ici quoi? Les éléments de la matrice de rétrodiffusion S11, S12, S21, S22, d'accord? Et sachez que partout où vous voyez S12 et S21, ce sont les mêmes éléments, d'accord? Et donc, voici une image de la matrice de Pauli, d'accord? Cette image de Pauli là, on peut la filtrer, voilà ce que ça va nous donner. Alors, à partir de cette matrice de rétrodiffusion, on calcule la matrice de cohérence T3 et à partir de cette matrice T3, on fait la décomposition algébrique de la polarisation et on va avoir ces trois indicateurs. L'entropie dont on a parlé, l'anisotropie et l'angle moyen. Ça va? Donc, votre travail, c'est d'utiliser une image polarimétrique et calculer les indices et interpréter ces indices. Et faire la combinaison de ces indices. Oui? En mode dual, double polarisation, mais là, vous êtes limité à un indicateur polarimétrique. L'idéal, c'est d'avoir une image pleinement polarimétrique pour avoir assez de possibilités d'interprétation.
imaginons que nous soyons pas marcher de la bonne façon, des images pleinement polarisées, donc, ça, je suppose que vous avez une zone d'étude. Et donc, lorsque vous serez en train de commander une image pleinement polarisée, alors, vous allez télécharger les images en mode double polarisation gratuitement. Et vous les traitez selon votre projet, selon votre thématique d'étude. D'accord? Ça, c'est gratos. Mais vous voulez beaucoup plus d'informations avec, hein? Dans ce cas, vous êtes obligé d'utiliser une image pleinement planifiée. C'est une seule ligne sur la Côte d'Ivoire qui est gratos. Pour vous amener à vous intéresser et puis commander. Si ta zone d'étude, c'est sur cette zone gratos, je souris. Alors, donc, moi, j'ai travaillé au niveau de ma thèse avec une image double polarisation, mais en ce moment, ce n'était pas gratuit, c'était payant. Si vous voyez. Et avec le projet là-bas, on a fait une image pleinement planifiée de Abidjan. C'est ça qui est là. D'accord? Bien sûr. Et non, c'était le laboratoire qu'il a acheté. Il a acheté dans le cadre de mes travaux. S'il vous plaît. Oui. Oui, le coût moyen d'une image pleinement polarisée peut être dans l'ordre de combien? Bon, on va aller checker dans leur plateforme de vente là. Hein. Le prix peut varier. Sinon, le minimum, non, c'est en euros. Et le minimum, c'est 300. Vous pouvez aller jusqu'à 600 euros. Voilà. Et ça, c'est en bande C. Hein. Ça, c'est en bande C. Imaginez que vous êtes en bande X ou en bande L. C'est encore plus cher. Donc, je n'ai pas les prix, puisque hein, le temps, on évolue. Donc, il faut qu'on aille checker sur leur plateforme de commande des images pour voir à peu près les prix. 300 euros, environ 187, 200 000. Voilà, ça c'est le minimum. D'accord, professeur. Ça c'est le minimum. Voilà. Maintenant, dans le cadre d'un projet, est-ce que c'est un projet universitaire, vous faites des recherches, en ce moment-là, eux, ils vont vous dire, ils vont vous envoyer un format de projet, vous allez rédiger avec les objectifs, etc. Et eux, ils vont subventionner ou bien ils vont diminuer, si c'est dans le cadre de la recherche. Bien, donc voici par exemple, voici une image, la matrice de cohérence T là. Voilà un élément de la matrice T. La matrice de cohérence T11 en décibels. Et on va calculer la signature polarimétrique. Vous voyez, la signature revient ici. Au niveau du coefficient de rétrodiffusion, il y a une signature du coefficient de rétrodiffusion. Au niveau de la polarimétrie, il y a une signature polarimétrique. Et donc, la signature polarimétrique, lorsqu'on va la générer, voilà ce que ça va nous donner comme information. Est-ce que vous voyez? Alors, lorsque vous passez de la matrice de rétrodiffusion à la matrice de cohérence T3 et que vous générez les indicateurs polarimétriques, entropie, anisotropie, angle moyen, paramètres de l'heure, paramètres de stock, puissance rétrodiffusée, et puis le degré de cohérence, tous ces indicateurs polarimétriques là, lorsque vous les avez, vous allez faire leur combinaison. Si vous faites leur combinaison, vous allez avoir d'autres
des informations encore plus intéressantes. Mais à partir du moment où vous avez ces indicateurs polarimétriques, qu'est-ce que vous devez faire? Vous allez non seulement les combiner, après la combinaison, vous allez faire ce qu'on appelle une segmentation. Alors, la segmentation va vous permettre de cartographier maintenant les informations des états de surface. Dans cette segmentation, suivez, on va associer les indicateurs polarimétriques selon deux plans. Donc, ici, vous voyez que je prends le plan entropie et l'angle moyen alpha. Dans ce plan-là, on va avoir environ 8 informations. Ces 8 informations-là vont être obtenues à partir de ce qu'on appelle, comment j'appelais ça, le plan de polarisation. D'accord? Alors, la segmentation va permettre d'associer les valeurs faibles entropie et les valeurs faibles, moyennes et élevées dans nos moyens. Donc, il va nous donner les informations qui sont là. D'accord? Alors, ici, nous aurons, j'ai dit combien? Combien de segments? On va segmenter, on aura 3 et 2, ça fait combien? 8. Et donc, à partir de la combinaison de ces polarisations-là, on va avoir une segmentation en 8 classes. Alors, tout ce qui est rouge que vous voyez, ce sont des informations relatives à quoi? À une réflexion double rebond, c'est-à-dire que bâti. Et donc, vous allez avoir rouge foncé, rouge moyen et rouge un peu plus clair pour différencier les bâtis. Tout ce qui est. Alors, en associant l'entropie et l'angle moyen, on va avoir au milieu ici, tout ce qui est vert là, c'est quoi? Végétation. Végétation qui est comment? Dense, claire, et puis végétation dégradée. Tout va dépendre. Et tout ce qui est bleu va caractériser quoi? Les zones agricoles. D'accord? Donc, le log de polarisation ici va permettre d'avoir les mécanismes doubles, la reproduction volumique et la reproduction de surface. Ici, cette segmentation-là, c'est une segmentation en 8 classes. On va faire cette même segmentation en 16 classes. Mais ce sont des segmentations sommaires. Les segmentations sont des classifications sommaires en nombre limite d'éléments. Il va vous appartenir maintenant, ayant l'image combinée des indicateurs polarimétriques, alors d'utiliser des classificateurs adaptés aux images polarimétriques tels que les super vecteurs machines, tels que l'algorithme de Wishart pour effectuer des classifications, pour avoir vos informations, que ce soit zone humide, zone inondée, foresterie, bâti, tout ce que vous voulez comme élément d'information. Donc, vous allez arriver à faire la segmentation polarimétrique. Alors, voici les classificateurs qu'on peut utiliser, Wishart, OSI, support vecteur machine également. Alors, le super vecteur machine est couramment utilisé en polarimétrie. On peut l'avoir sous Envy ou sous Polsa Pro. Alors, c'est un classificateur qui effectue une séparation des classes. Est-ce que vous voyez? Et donc, le processus de SVM va séparer les classes pour des problèmes qui sont linéairement séparables. D'accord? Et pour cela, il va définir une marge optimale et des hyperplans pour chacune des deux classes. Donc, il fait une séparation binaire. Si vous avez 8 classes,
il va les faire 2 par 2. Il va les séparer 2 par 2, 2 par 2, 2 par 2, et à la fin, associer tout cet ensemble. D'accord? Donc, on va avoir un hyperplan optimal et une marge optimale et un hyperplan optimal et 2 marges optimales. Où une classe, une pixel peut appartenir à l'une ou l'autre. D'accord? Et il peut avoir qu'il y a des pixels qui, au lieu d'appartenir à la classe qui est en haut, peuvent se retrouver de l'autre côté. Dans ce cas, l'algorithme va définir ce qu'on appelle une marge souple pour pouvoir prendre en compte ce pixel-là et séparer. Et donc, 2 par 2, 2 par 2, 2 par 2, à la fin, il vous donne une bonne classification. Avec l'avantage du SVM, c'est que il y a des problèmes qui ne sont pas linéairement séparables. On ne pourra pas les séparer alors, puisque ce n'est pas linéairement séparable. L'algorithme à la fonction linéaire, il faut que le problème soit linéairement séparable. À partir du moment où ce n'est pas linéairement séparable, on ne peut plus. Donc, avec cet algorithme, on a la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle l'astuce noyau. Alors, l'astuce noyau, c'est quoi? C'est un noyau gaussien qui va rendre le problème qu'on ne peut pas résoudre, rendre linéaire le problème qui n'est pas linéairement séparable. En définissant un hyperplan, une marge optimale qui n'est pas linéaire, et en définissant des hyperplans non linéaires, et séparer les éléments. Et donc, cette astuce noyau-là va utiliser ce qu'on appelle des paramètres de coût. Alors, ces paramètres de coût peuvent varier jusqu'à 1000. Et donc, dans la recherche au niveau de l'université de Rennes ou de l'université de Paris, Marne-la-Vallée, dans ces 2 universités-là, l'ESA envoie les données polarimétriques et on fait les traitements et on définit tout ce qu'il faut pour que ces paramètres-là puissent être calibrés, puissent avoir ces paramètres de coût-là puissent être optimisés. Et on a des valeurs qui sont retenues, qui nous permettent maintenant d'effectuer les traitements en entrant ces valeurs. Donc, si on dit entre le paramètre 1000, entre le paramètre temps, c'est que c'est déjà étudié. D'accord? Bien. Qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est qu'avec le radar, nous avons un apport significatif. D'utiliser le radar de manière classique. Le radar imagé, bien sûr, avec l'amplitude, l'image d'intensité pour le traitement du signal, qu'est-ce que je vais dire? La phase, la différence de phase. On va explorer le mode, les mécanismes de retour de diffusion et maintenant les indicateurs polarimétriques en calculant la polarimétrie en calculant les indicateurs polarimétriques. Avec ces indicateurs polarimétriques, on va faire la combinaison de ces indicateurs-là et puis avoir des données que nous allons segmenter et éventuellement effectuer une classification. D'accord? Pour une interprétation de pointe. Bien, voici en grosso modo, si on veut faire la synthèse de la polarisation, voilà quelques éléments d'information. Un ensemble d'éléments se trouve dans vos supports ou pour les personnes qui veulent se spécialiser en radar, à porte ouverte, vous pouvez, même si vous avez des projets qui n'utilisent pas la polarimétrie radar, vous pouvez vous intéresser à la polarimétrie. Alors, il y a des travaux et à l'heure actuelle, en termes d'imagerie, vous voyez les données optiques, leurs limites. Les données radar aussi ont des limites, mais ces limites ont des solutions. Déformation, traitement, calcul, filtrage, de speaker, ainsi de suite, amplitude, différence de phase, et polarimétrie radar, les indicateurs polarimétriques, et on fait la segmentation, vous avez les états de surface, tous les objets, toutes les informations. Donc,
Ce que l'optique fait, le radar le fait. Vous avez déjà vu, on a effectué une composition théorique avec le radar. Et les informations sont acquises sans perturbation du signal. Et donc, l'avenir en termes de télédétection, hein, vous voyez qu'avec le radar, vous avez beaucoup de possibilités également. L'optique, vous avez aussi des possibilités avec la très haute résolution, ainsi de suite, okay, hein, et même en photogrammétrie, vous allez produire des MNT, vous allez effectuer aussi avec le radar, voilà des possibilités qui sont à vous, où tous les états de surface, il n'y a pas une information qui échappe en termes de radar. Oui. D'abord, comme tu dis,